Bon, eh bien, bonsoir à tous. Donc, nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième séance consacrée aux théories économiques. Avant ça, je vais vous annoncer, mais vous le savez peut-être déjà, que la semaine prochaine, ici même, à la même heure, le Café Citoyen Chapelain accueille l'économiste et journaliste économique Philippe Frémaux, que vous connaissez peut-être, qui est un des administrateurs de la SCOP Alternatives économiques, qui est une revue d'économie, d'excellente vulgarisation économique. Et il viendra nous parler, à la suite de la parution d'un de ses livres, qui a obtenu d'ailleurs le prix de l'économie sociale et solidaire, qui s'intitule « La nouvelle alternative ». Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et si ça vous intéresse, bien sûr, venez nombreux à cette intervention de Philippe Frémaux la semaine prochaine. Voilà, donc je reprends la discussion là où je l'avais laissée la semaine dernière, avec peut-être un petit rappel quand même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, puisque aujourd'hui on va plus parler de deux économistes hétérodoxes, donc, qui sont en opposition radicale avec le mouvement libéral, Karl Marx et surtout John Maynard Keynes. Alors, quelques rappels simplement. Sur les fondements du libéralisme, d'abord le marché, qui est vraiment l'institution de base pour les libéraux. C'est le lieu où les offreurs rencontrent les demandeurs, quelle que soit la nature du marché d'ailleurs. Marché des biens, des services, marché d'échange. Aujourd'hui, les monnaies, par exemple, sur le marché d'échange, elles fluctuent en fonction de l'offre et de la demande de monnaie. C'est un marché libre. Voilà. La parité, enfin, le taux de change entre le dollar et l'euro a beaucoup varié ces dernières semaines, ces derniers mois, par exemple. L'euro a pas mal baissé dans le taux de change avec le dollar. Voilà, c'est donc l'institution centrale du libéralisme, c'est le marché. Donc, par opposition, l'État est considéré comme un agent inefficient. Pour les libéraux, le marché est la structure efficiente et la seule. Pour qu'un marché fonctionne bien, il faut que l'environnement soit concurrentiel. C'est vrai sur le marché du travail, il faut qu'il y ait plein d'offreurs de travail, les salariés, il faut qu'il y ait plein de demandeurs de travail, les entreprises, et le prix du travail, je l'ai montré la semaine dernière, va se fixer en fonction du jeu de l'offre et de la demande, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'intervention non plus, là encore, de l'État. Et c'est vrai que la création d'un salaire minimum pose problème aux libéraux. Et un certain nombre de libéraux demandent purement et simplement la suppression de ce salaire minimum. Bon, ce n'est pas forcément la tendance actuelle, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, puisque l'Allemagne, qui est un pays ordo-libéral, avec Angela Merkel plutôt de tendance libérale assumée, même l'Allemagne a créé un salaire minimum au 1er janvier 2015, un petit peu en dessous du salaire minimum français. Voilà, mais le marché doit être concurrentiel. Autre fondement du libéralisme, c'est bien sûr la propriété privée. Je vais vous donner cette citation d'Adam Smith la semaine dernière, économiste du XVIIIe siècle, économiste écossais, qui disait, bon, finalement, quand on utilise son propre argent, on a plus de chances d'être efficient et d'être efficace, plutôt que d'utiliser l'argent d'autrui. Donc si on veut que le marché fonctionne bien, il faut que les droits de propriété soient clairement définis et que les acteurs soient propriétaires de leurs biens. Autre fondement, un terme un peu barbare peut-être, l'homo economicus, c'est-à-dire que les agents qui évoluent dans cet environnement libéral sont rationnels. Ils cherchent à maximiser leur utilité. Donc si c'est un salarié, ça va être sa rémunération. Si c'est un entrepreneur, ça va être le profit. Si c'est un actionnaire, ça va être la valeur des titres qu'il détient et puis bien sûr les dividendes. Voilà, et on est donc dans la maximisation du profit. Alors ce qui pose problème, c'est de savoir si les agents économiques individuellement qui cherchent à maximiser leur profit vont permettre à la société dans son ensemble de bénéficier de cette recherche du profit. Est-ce que l'égoïsme individuel dont parle Adam Smith va se transformer au niveau global par un bien-être général? C'est le fameux concept de ce que Smith appelle la main invisible. Il y a là une main invisible du marché qui doit permettre, ça n'a pas été franchement démontré, et on pourrait trouver pas mal de contre-exemples évidemment, mais en tous les cas, cette main invisible doit permettre à l'ensemble de l'économie de profiter des vertus du marché. Voilà.
Et encore une fois, l'État, dans la théorie, est absent. On est sur un modèle assez théorique. Donc, encore une fois, il y a eu la révolution keynésienne, je vais y revenir tout à l'heure, qui a donné toute sa place à la main visible de l'État. Dans le modèle théorique libéral, l'État n'apparaît pas nulle part. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces fondements constitue le modèle libéral. Alors, je vais pousser à l'extrême le libéralisme avec des expériences qui sont aujourd'hui en cours, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et je vais vous parler d'un projet un peu fou, libertarien. Donc là, on est aux frontières même du libéralisme, hein, et qui est poussé, ce projet, par Patrick Friedman. Alors, vous ne connaissez pas Patrick Friedman, probablement, mais je vous ai parlé de son grand-père la semaine dernière, qui était Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, et je vous ai dit qu'il avait influencé pas mal les politiques de Reagan aux États-Unis à partir de 1980 et de Thatcher en Angleterre à partir de 1979. Patrick Friedman a un projet un peu délirant qui est de construire des villes flottantes. Alors, derrière Patrick Friedman, il y a les dirigeants et les actionnaires des grandes sociétés d'Internet aujourd'hui, hein, qui sont dans la Silicon Valley, aux États-Unis, ce qu'on appelle les GAFA, c'est Google, Amazon, Apple et d'autres. Ces grandes sociétés, ça s'appelle PayPal aussi, la société de paiement sécurisé en ligne, qui finance finalement ce projet. C'est vraiment un projet ultralibéral. Les futurs propriétaires de ces villes flottantes veulent s'affranchir de la tutelle finalement des États-Unis, du gouvernement américain. Ils trouvent qu'ils payent beaucoup d'impôts, même si en Europe ils en payent finalement assez peu, on l'a su il n'y a pas très très longtemps. Et donc ce projet n'est pas encore réalisé, hein, ça pose tout un tas de problèmes, y compris techniques, mais l'idée ce serait de construire comme ça des îlots de villas qui seraient réservés à cette élite financière et intellectuelle qui considèrent encore une fois que leurs innovations ne sont pas suffisamment prises en compte aujourd'hui dans la société américaine et qu'il y a tout un tas d'entraves finalement au développement de leurs innovations. Donc en prenant le large, donc ils cherchent des eaux plutôt internationales d'ailleurs de manière à échapper à l'impôt, parce que derrière il y a aussi il y a un discours anti-étatique, un discours anti-impôt. Et puis il y a le souci de développer un certain nombre d'innovations qui pourraient permettre d'améliorer la connaissance. Ça part d'un sentiment assez vertueux d'une certaine manière, et en même temps ça cache aussi une forme d'hypercapitalisme. Et bon, encore une fois, vous pouvez trouver sur Internet assez facilement un certain nombre d'articles qui sont consacrés à ce projet de ces libertariens, de ces anarcho-capitalistes aussi, comme on les appelle. Et Patrick Friedman expose son projet et il a écrit la citation suivante: si on vote avec sa maison, alors les gouvernements sont comme des entreprises et les citoyens des consommateurs. Donc là, on est typiquement dans une approche marché. C'est vrai que les rapports que l'on a avec l'administration, que l'on a avec les politiques dans une commune comme La Chapelle ou ailleurs, ne sont pas des rapports de producteurs à consommateurs, ce sont des rapports d'élus à citoyens. Bon, là, on supprime carrément même, je dirais, l'idée même de gouvernement, en fait. Hein. Il y aura un marché des systèmes politiques, donc on est dans une approche d'un système politique complètement marchandisé, et les gouvernements devront être compétitifs, donc derrière on a l'idée de marché et de concurrence, et se battre comme le font les entreprises pour conquérir les citoyens. Donc il y a cette idée finalement, plutôt que d'être soumis à un gouvernement central, eh bien, à travers ce projet, on mettrait les systèmes politiques en concurrence. Voilà. Alors, la question est de savoir si ces homo economicus qui cherchent à maximiser leur utilité, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, vont concourir à améliorer l'intérêt général. Est-ce que la main invisible, finalement, de leur projet va profiter à l'ensemble des citoyens américains et même du monde entier? Alors, eux disent que oui. Hein, ils l'ont écrit. Je pourrais même vous donner un certain nombre de citations des articles que j'ai récupérés sur ce sujet. Alors par exemple,
un des créateurs d'un de ces projets, parce qu'en réalité il y en a plusieurs qui travaillent dans la Silicon Valley et qui souhaitent créer une plateforme un petit peu au large de la Silicon Valley aux États-Unis. Ce projet s'appelle BlueSeed. Eh bien, il dit ce projet bénéficiera à tout le monde en apportant les nouvelles technologies au marché, en augmentant le niveau général de prospérité. Et c'est pourquoi les gens de tous les moyens économiques supportent notre projet. Donc il y a une finalité qui se veut assez vertueuse, assez rassurante. Ces personnes disent œuvrer pour le bien commun, en fait, d'une certaine manière. Alors bon, on est en 2014, ce projet n'a pas vu le jour encore, mais en tous les cas, ces dirigeants, ces actionnaires de ces grandes sociétés américaines s'investissent dans ce projet qui est piloté donc, par le petit-fils de Milton Friedman. Bon, alors je reviens au libéralisme pour conclure sur ce que l'on a vu la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs libéralismes qui sont datés, historiquement datés. Il y a un courant préclassique, 18e siècle, pendant la révolution des Lumières, au moment du siècle des Lumières. C'est là que le libéralisme économique finalement prend sa source. C'est ce que l'on appelle le libéralisme néoclassique, de la fin du 19e et qui va donc à peu près durer jusqu'à la crise des années 30. Et c'est là que Keynes, lui, va entrer en scène pour essayer d'apporter des solutions à la crise que le libéralisme de l'époque ne réussit pas à apporter. Et puis il y a un autre libéralisme plus proche de nous, qui lui va se développer à partir des années 70, c'est le néolibéralisme. Voilà, donc il y a les physiocrates, ça c'est les préclassiques, après il y a les classiques, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, j'en ai parlé la semaine dernière, et beaucoup d'autres, Turgot en France, Dupont de Nemours, etc. Et puis il y a donc le courant néoclassique de la fin du 19e. Et entre les deux, vous voyez qu'il manque 40 ans finalement, mais les 40 ans, c'est le règne de Keynes, puisque les 30 glorieuses que nous avons tous connues, entre 1945 et 1975, jusqu'au premier choc pétrolier, ont été marqués par ce que l'on appelle la révolution keynésienne. Mais le néolibéralisme va, lui, réapparaître en surface à partir des années 70. Même si, je l'ai dit la semaine dernière, quelqu'un comme Hayek, qui va avoir le prix Nobel également en 1974, dès 1947, donc au sortir de la guerre, va créer un think tank très libéral, la Société du Mont Pèlerin, dans laquelle on va trouver un certain nombre d'économistes, dont Milton Friedman, par exemple, le grand-père de Patrick Friedman, des économistes français, pas forcément connus, comme Jean Crueff, par exemple, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Maurice Allais, un Français qui a été prix Nobel d'économie avant Jean Tirole en 1988. Enfin, bon, tous les économistes libéraux vont essayer d'apporter leur concours au renouveau de la pensée libérale au sortir de la guerre. Mais la période ne leur est pas très favorable. Et quelqu'un comme Hayek, par exemple, est assez désespéré au début des années 70 parce qu'il a vraiment le sentiment que Keynes a triomphé définitivement. Et j'ai lu un article récemment où ça brûle, je crois, disait qu'au moment où Hayek est prévenu par la Banque de Suède qu'on vient de lui attribuer le prix Nobel, il n'y croit pas, parce qu'il pense véritablement que la pensée libérale est morte. Mais avec le premier choc pétrolier, on va voir un renouveau de cette pensée libérale et qui va se traduire donc à travers les mandats de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher en Angleterre en 1979. Alors, quelques mots, je reviens encore sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce qui caractérise ce libéralisme néoclassique? C'est l'État gendarme, donc un État minimum. Voilà. Donc comme l'État est minimum, on n'a pas besoin de prélever beaucoup d'impôts, puisque de toute façon l'impôt est le mal absolu pour ces libéraux du 19e siècle. L'offre crée sa propre demande, donc la politique économique doit être centrée sur l'offre, en clair sur l'entreprise. Je vous rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, que l'idée de ces deux interventions m'était venue d'une phrase citée par François Hollande lors de ses vœux en janvier 2014, où il a utilisé strictement cette citation de Jean-Baptiste Say, qui est un économiste classique, libéral, français du XVIIIe siècle. Donc la politique économique doit être centrée sur l'offre et non pas sur la demande. Et on va voir que Keynes, lui, va inverser complètement la relation, et pour lui, la politique économique doit d'abord être au service de la demande. Et si vous avez entendu ce qui s'est passé ce week-end en Grèce, par exemple, après les élections législatives et puis le succès
de Syriza, le discours qui a été tenu par Tsipras, est justement de revenir à une politique de demande. Donc, dans la tête du Premier ministre grec aujourd'hui, il y a la volonté d'essayer de revenir à une politique plutôt centrée sur la demande. Bon. Donc plutôt keynésienne en fait. Bon, on va voir si son face-à-face avec Angela Merkel va faire évoluer la position de l'Allemagne, ce qui n'est absolument pas certain, évidemment, compte tenu de la situation économique et financière de la Grèce aujourd'hui. Mais voilà, on est à un instant aujourd'hui où peut-être, au niveau de la zone euro, en tous les cas, le sujet est à nouveau sur la table. Bon. Troisième chose que j'ai également dite l'année dernière, les libéraux ne contestent pas l'idée qu'il puisse y avoir des crises. L'économie n'est jamais linéaire, il y a des cycles, des périodes qui sont favorables et puis des périodes qui sont moins. Bon. Simplement, la crise doit se résoudre d'elle-même. Hein. Donc là encore, il faut se garder de toute intervention de l'État. Il y a un mécanisme horloger qui doit permettre au système de retrouver l'équilibre, à condition, encore une fois, que l'État se garde d'intervenir. Et dans la crise de 2008, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, l'État américain, dans un premier temps, a lâché les Lehman Brothers, ce qui allait dans le sens du libéralisme. Mais après, l'État américain est intervenu pour sauver toutes les banques, compagnies d'assurance américaines qui étaient en grande difficulté. Donc il y a eu une rupture en 2008-2009 avec finalement, après avoir lâché les Lehman Brothers, il y a eu une rupture finalement avec les fondements du libéralisme. Parce que l'État américain s'est mis à intervenir très massivement. Et ça correspondait à peu près à l'élection de Barack Obama. Notamment dans l'industrie automobile, par exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. Mais chez les libéraux, encore une fois, l'idée centrale, c'est que la crise doit être laissée aux forces du marché parce qu'elles sont autorégulatrices. C'est un point très très important à comprendre. Bon, quel est le rôle de l'économiste pour les libéraux? Parce qu'il y a des économistes libéraux, ben, c'est d'essayer de décrire et de comprendre les lois de l'économie. J'ai dit qu'elles s'apparentaient, ces lois, à des lois naturelles, quasi divines même, mais qu'il fallait encore une fois surtout se garder d'intervenir. Ce que l'on appelle l'économie positive. Bon, le néolibéralisme, lui, apparaît donc dans les années 70, donc après la période du keynésianisme que l'on n'a pas vu. Donc il y a forcément un changement dans les préconisations des libéraux des années 70, qui ne peuvent pas être tout à fait comparables à celles du 18 et du 19e siècle. L'État est très intervenu pendant les 30 Glorieuses, on va y revenir, et donc ces néolibéraux demandent l'abandon, finalement, de la politique économique conduite par l'État. Hein. Que ce soit dans le domaine budgétaire, et on verra qu'aujourd'hui, à travers la règle d'or qui s'impose en zone euro, à la France en particulier, on demande à ce que la politique budgétaire soit neutre, et on demande à la France d'avoir un équilibre budgétaire. Voilà, on est dans la philosophie, ici, néolibérale. Et c'est Angela Merkel qui a contraint l'ensemble des pays de la zone euro à revenir à marche forcée à l'équilibre budgétaire. Nous n'y sommes pas, hein, nous sommes sans doute, puisqu'on va avoir l'année prochaine sans doute un déficit budgétaire aux alentours de 4% du PIB. Mais l'objectif était, dès 2017, d'arriver à une situation d'équilibre. C'était la préconisation qui avait été imposée par la chancelière allemande à l'ensemble des pays de la zone euro. Voilà, et puis, comme il y avait eu pas mal d'inflation, et vous vous en souvenez sans doute aussi dans les années 70, l'idée c'était d'abandonner aussi le plus possible des politiques monétaires pour éviter les dérives inflationnistes. Donc il fallait contrôler la création monétaire. Deuxième préconisation des néolibéraux, qui ne pouvait pas être préconisée au XIXe siècle, puisque l'État n'intervenait pas dans l'économie. Mais là encore, avec Keynes, et la France est un pays très keynésien de ce point de vue, il y a eu un certain nombre de nationalisations, vous le savez, à la Libération, en 1945, dès 1936 même, avec la SNCF, mais surtout à partir de 1945, il y en a même eu en 81-82, et les préconisations néolibérales en France vont se traduire dès 1986 par le retour au marché d'un certain nombre de grandes entreprises françaises. Donc une des préconisations fortes des néolibéraux, c'est la déréglementation et les privatisations des entreprises qui avaient été nationalisées. Troisième préconisation assez forte, et c'est un débat encore très actuel, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est la flexibilité sur le marché du travail, la flexibilité de l'emploi et des salaires. Il n'y a pas de remise en cause explicite quand même du salaire minimum en France, même si on sait que dans les faits, les inspecteurs du travail le disent, il y a des contournements de ce salaire minimum et que tous les salariés en réalité ne sont pas
payés au salaire minimum, et notamment les travailleurs détachés. Hein, on le sait, à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique, c'est un débat qui est bien connu. Ah, voilà. Donc il y a l'idée de redonner le plus possible de flexibilité au marché du travail. Et le MEDEF continue aujourd'hui dans un discours néolibéral, puisque c'est un peu sa marque de fabrique, eh bien, préconise encore aujourd'hui en France davantage de flexibilité sur le marché du travail. Et puis la dernière préconisation, enfin il y en a d'autres, hein, mais ce sont les principales, c'est la remise en cause de l'État-providence. C'est construit à la Libération et qui s'est développé même à partir des années 50, 60, 70, avec une couverture de plus en plus large. Et c'est toute la question, effectivement, de la couverture sociale et aussi du régime des retraites qui est derrière. Voilà. Donc, bon, on en est là finalement aujourd'hui, mais l'histoire ne s'arrête pas, évidemment, à cette période. J'ai mis avec un point d'interrogation, est-ce que la fin du néolibéralisme, c'est la crise de 2008 ? J'en suis pas absolument certain, même si, au sein des économistes, aujourd'hui, il y a quand même un débat, aujourd'hui, pour fermer cette parenthèse néolibérale, qui a donc été ouverte à partir de la fin des années 70. Alors, la remise en cause du système libéral va donc se faire, je l'ai dit, à partir des années 20-30. Bon. René Passec, un grand économiste français, pas forcément très connu, à tort, a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle « Les grandes représentations de l'économie à travers l'histoire », qui est un gros pavé de 8 pages. Bon, faut se l'avaler, hein. Bon. Mais c'est un peu de la même importance que le bouquin de Thomas Piketty dont j'ai parlé la semaine dernière. Mais franchement, de tous les bouquins d'économie que j'ai lus, et ça fait quand même pas mal d'années, même de décennies que j'en lis, je trouve que ce livre de René Passec est vraiment remarquable. Je pourrais vous donner des références, mais je crois les avoir données sur un document qui est disponible sur le site. Alors, voilà ce qu'il écrit, et qui reprend en fait ce que je viens de vous dire. L'économiste du XVIIIe siècle est convaincu, sous l'influence de Descartes et de Newton, que le monde est une horloge qui fonctionne à l'équilibre. Il construit donc une science, donc la science économique, à l'image de cette vision du monde. Voilà. Alors il y a deux économistes qui vont remettre en cause cette science de l'équilibre naturel par le marché. C'est bien sûr Marx, hein, je vais en dire quelques mots, hein, qui va contester très fortement au cours du XIXe siècle ces présupposés libéraux. Et puis surtout, donc, le keynésianisme avec John Maynard Keynes au XXe siècle. Marx a traversé tout le XIXe siècle, il est né en 1818, il est mort en 1883. Keynes, lui, naît l'année où Marx meurt, donc il naît en 1883 et il va mourir en 1946. Alors, son dernier fait d'armes à Keynes, ça va être d'être le représentant anglais et un peu européen aux accords de Bretton Woods en 1944, donc juste avant la fin de la guerre, qui va jeter les bases d'un nouveau système monétaire international. Voilà, donc on va voir assez rapidement le marxisme, mais je pense que c'est quand même important peut-être d'en donner quelques éléments, et on va surtout revenir sur la période keynésienne, en fait, dont on n'est pas complètement sorti quand même. Alors, Marx est un philosophe et économiste allemand, né à Trèves, donc en 1818. Son grand-père était rabbin, et son père s'est converti au protestantisme. Donc même s'il a une filiation juive, il est protestant par son père. Voilà. Il va être très influencé par les philosophes allemands de son époque, et notamment Hegel, et il va développer une philosophie matérialiste, donc il remet en cause un certain nombre de présupposés libéraux, hein, puisque je l'ai dit à travers les premiers mouvements libéraux, il y a quand même des lois divines. Hein, Dupont de Nemours, lorsqu'il décrit l'ordre naturel, qu'il considère comme naturel, il dit c'est la constitution que Dieu a donnée à l'univers. Hein, chez les premiers libéraux, au moins, il y a des références religieuses très nettes. Il va y avoir une sécularisation qui va se faire progressivement, mais dans la philosophie libérale, cette idée de l'équilibre renvoie à ces lois naturelles qui sont au départ des lois divines. Un grand ordonnateur, Dieu, qui régit le monde, et toutes les sciences sont finalement à l'équilibre, et la science économique, comme l'astronomie, est également une science de l'équilibre. Bon, Marx va évidemment contester cette vision du monde, avec une approche à la fois matérialiste, historique et dialectique. C'est-à-dire qu'il va faire reposer sa théorie sur
des oppositions de classe à la lumière de l'histoire, en fait, hein, de l'analyse qu'il fait de l'histoire, où, selon lui, il y a toujours eu des rapports de force, des luttes de classe, entre une classe dominante et une classe dominée. Et finalement, dit-il, l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que l'histoire de ces luttes de classe. Bon, sa vision est fortement marquée par la révolution industrielle, qui se met en place à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, en Angleterre, puisqu'il va passer la plupart de sa vie en Angleterre. Il est enterré à Londres, encore aujourd'hui. Alors, les œuvres de Marx, vous en connaissez peut-être. Il y a le manifeste du Parti communiste qu'il va écrire avec son ami mécène Engels en 1848. Et puis son œuvre, il y a Salaire, prix, profit aussi, et puis son œuvre majeure, c'est évidemment Le Capital, qu'il va commencer à publier à partir de 1867. Et le dernier livre du Capital, le livre 3, sera publié même après la mort de Marx par un de ses disciples. Voilà, donc il est fortement marqué par la réalité ouvrière, puisque, bon, évidemment, il épouse les causes du monde ouvrier anglais, mais aussi européen. Il pense qu'il y a là un nouvel avatar de la lutte des classes, entre deux classes qui sont majeures, la bourgeoisie qui a éclipsé l'aristocratie, ça c'est la Révolution française, et puis bien sûr ce prolétariat naissant qui constitue pour Marx à la fois l'alter ego et aussi le pendant de la bourgeoisie. Entre ces deux classes importantes, il y en a d'autres, et Marx ne les connaît pas, mais il pense que l'histoire va se jouer dans ce rapport de force entre ces deux classes. Voilà, deux citations que vous connaissez peut-être. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, donc on est dans une approche effectivement qui est à la fois matérialiste et historique. Et l'histoire de toutes les sociétés humaines, jusqu'à nos jours, n'est que l'histoire de la lutte des classes. Voilà, donc le moteur, la dynamique de l'économie, de la société, c'est cette lutte des classes. La semaine dernière, je vous disais, est-ce que l'économie est une science politique, une science historique, une science sociale? Marx dit oui, elle est à la fois politique, elle est historique et elle est sociale. Donc on ne peut pas dissocier l'économie de l'histoire, des rapports sociaux, des rapports de classe, et aussi des rapports politiques. Voilà. Dernière chose qu'il dit, et en ça il conteste ces fameuses lois de l'équilibre, il dit finalement le capitalisme est menacé par la dégradation, ce que l'on appelle en thermodynamique l'entropie du système, et qu'il n'y a aucune raison que le capitalisme soit toujours en équilibre. Au contraire, il est menacé, notamment par ses oppositions, mais par un certain nombre d'autres facteurs, je vais y revenir. Et donc il considère que le capitalisme ne peut que s'effondrer. Bon. Et toute sa théorie a été faite justement pour apporter la démonstration que le capitalisme était voué à sa propre disparition, à son propre effondrement. Vers la fin de sa vie, il commençait quand même un peu à s'inquiéter, parce qu'il y a eu la révolution de 1848, il pensait que ça y est, la révolution allait se produire à ce moment-là, elle ne s'est pas produite. Bien sûr, aussi la révolution de 1870, la Commune en France, il était très attentif à ce qui se passait en France, il pensait que là aussi, le rapport de force allait s'inverser, et ça ne s'est pas non plus produit. Bon, il est mort en 1883, avant qu'aucune révolution majeure ne se soit produite, évidemment. Il aurait dit, mais c'est très contesté par les historiens, ce sont les morts, je ne suis pas marxiste. Bon, voilà, moi je n'étais pas là, non plus, donc on ne sait pas vraiment si cette phrase est véritablement, a vraiment été dite ou pas par Marx, mais c'est vrai que la première révolution véritablement marxiste ou marxiste-léniniste, elle va se produire quand même une trentaine d'années après sa mort, dans la Russie tsariste, et ça va être la révolution bolchevique de 1917. Bon, quel regard Marx aurait-il porté sur cette révolution? Ça, on ne peut pas faire parler les morts, et ce serait un anachronisme que de penser que cette révolution est purement marxiste. Elle est marxiste-léniniste, elle s'inspire effectivement d'un certain nombre des préceptes de Marx, mais elle est l'œuvre des dirigeants de l'époque, c'est-à-dire Lénine dans un premier temps, et puis évidemment le camarade Staline après. Bon, avec le succès évidemment que l'on sait, puisque le régime s'est effondré en 1989. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre noir du communisme, pour reprendre le titre d'un livre
c'est la vente. Mais bon, il y a cette idée, encore une fois, que le capitalisme ne peut pas retrouver les points d'équilibre et que, inéluctablement, il est conduit à sa propre disparition. Pourquoi? Et c'est au cœur de l'analyse marxiste, évidemment, c'est l'idée d'exploitation, hein, que je représentais comme ça par un petit schéma, et l'idée de la plus-value. Je ne sais pas si c'est le terme de plus-value, ou de survaleur, ou de surprofit, enfin peu importe le terme qu'on lui donne. C'est simplement l'idée que finalement les salariés ne touchent pas la totalité en valeur du temps de travail qu'ils font. Donc on prélève sur le travail une survaleur que l'on appelle une plus-value qui va donc alimenter les profits des capitalistes. Bon. Le problème, c'est que pour Marx, la valeur est créée par le travail. La théorie de la valeur chez Marx, c'est une théorie fondée sur le travail. Et il pense que plus l'exploitation des travailleurs sera importante, plus la plus-value extorquée sera élevée, et plus finalement, moins ces salariés ne vont pouvoir constituer les débouchés des productions de ces entreprises capitalistes. Voilà. Et donc, de ce fait-là, par un certain nombre de processus qui vont se mettre en place, des contradictions irréductibles du capitalisme, le profit finalement tendanciellement va baisser, hein, donc, ce qui va conduire les entreprises à disparaître, ce qui va conduire à une concentration du capital. Les entreprises vont devenir de plus en plus grandes, de moins en moins nombreuses et de plus en plus puissantes. Pour essayer de lutter contre cette baisse du taux de profit, les capitalistes vont accentuer la substitution capital-travail, mais en même temps, ils vont alimenter encore un peu plus cette crise des débouchés, hein, ces crises de surproduction qui vont conduire à des crises économiques, mais aussi sociales. Donc, ils vont modifier le rapport de force entre capitalistes et les travailleurs, les ouvriers. C'est aussi les pressions qui vont être exercées sur ces mêmes salariés quant à la baisse des salaires. Hein. Le salaire, finalement, sera vraiment au minimum vital. Juste suffisant pour permettre la reproduction de la force de travail, comme Marx le dit lui-même. Voilà, et tout ça va créer des cohortes et des cohortes de chômeurs, et donc dans ce rapport de force, entre des capitalistes de moins en moins nombreux, mais de plus en plus puissants, et une armée industrielle de réserve, comme des marques de plus en plus nombreuses, constituées par ces ouvriers chômeurs, et aussi par tous ces petits artisans qui vont se trouver progressivement mis en dehors du marché, eh bien, le rapport de force finira par être favorable à la classe ouvrière, et donc l'étincelle de la révolution pourra se produire. Voilà, ça, donc, je résume, en espérant ne pas trop caricaturer la pensée de Marx, mais c'est un peu le schéma de ce que l'on appelle du socialisme scientifique de Marx. Bon, alors, bien sûr, il n'y a absolument rien à voir avec le libéralisme, hein, puisque les deux théories sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre, et pourtant, petite référence et clin d'œil à Bernard Maris, récemment disparu dans l'attentat contre Charlie Hebdo, puisque Bernard Maris faisait partie du comité de direction de Charlie Hebdo, et il a été tué avec Cabu et beaucoup d'autres. Bernard Maris était un économiste connu, reconnu, professeur des universités à Toulouse, il a enseigné dans une grande université américaine, mais c'était un peu un économiste un peu iconoclaste, qui refusait les dogmes de la science économique orthodoxe, évidemment, c'est un économiste hétérodoxe, et il avait pris un certain nombre de distances par rapport à ses amis économistes, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il publiait régulièrement des billets dans Charlie Hebdo, Oncle Bernard, vous l'avez peut-être entendu aussi sur France Inter, le samedi matin, où il intervenait également assez régulièrement. Donc il a écrit un bouquin en 99, vous voyez le titre déjà assez éloquent, Lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles. Il a écrit aussi un autre bouquin qui est l'anti-manuel d'économie, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Il est disponible en ligne gratuitement sur Internet. Voilà. Donc j'ai mis la référence aussi sur le site du Café Citoyen, donc vous tapez anti-manuel d'économie, Bernard Maris, vous pouvez télécharger gratuitement ce livre qui date de 2004. Et vous allez retrouver un certain nombre de choses
qui ont été dites ce soir et la fois précédente. Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait de ce livre, c'est le rapprochement qu'il fait entre libéralisme et communisme, en fait, à travers la religion. Ça peut paraître un petit peu provocateur, je pense que ça l'est, mais voilà ce qu'il dit. Point n'est besoin d'être grand clair pour voir dans l'économie orthodoxe la loi de l'offre et de la demande et le libéralisme idéaliser une utopie. Ça, c'est le règle de ses comptes avec les économistes libéraux. Et il ajoute, comme le communisme, hein, et comme lui, une religion avec ses fidèles, ses papes, ses inquisiteurs, ses sectes, son rituel, son latin, les maths. J'en ai parlé la semaine dernière de l'importance des mathématiques chez les néoclassiques dès la fin du XIXe siècle, et ça reste encore aujourd'hui, encore une fois, un débat très important au sein de la communauté des économistes, de la place qu'occupent les mathématiques dans cette discipline. C'est défroqué, et peut-être un jour rêvons son Pascal et son Chateaubriand. Voilà. Donc il fait ce rapprochement en plaçant le libéralisme et le communisme sur le terrain un peu religieux. Il n'est pas le seul à avoir fait évidemment ce rapprochement. On a parlé souvent de catéchisme marxiste, par exemple. Freud a écrit des choses là-dessus. Keynes, qui n'avait pas beaucoup d'amitié pour Marx, comparait le Capital au Coran, par exemple, donc encore une référence religieuse. Et puis il y en a beaucoup d'autres également qui ont fait ce type de rapprochement. Alors comment l'expliquer? Chez les libéraux, assez simplement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, on part de ces lois divines, de cet ordre naturel qui régit l'ensemble de l'univers et donc des sciences qui composent l'univers, donc la science économique. Hein, donc on passe comme ça aux lois de la physique, hein, et pour les économistes libéraux de la fin du XIXe siècle, encore une fois, les lois de l'économie rejoignent les lois de la physique, hein, les lois de Newton, qui sont des lois de l'équilibre hein, à l'époque, et également les lois de l'évolution. Et on en arrive, chez les libéraux, à ce que l'on appelle la société de marché, qui va même au-delà de l'économie de marché. Voilà. Donc d'une certaine manière, le libéralisme descend du ciel, si vous voulez. Bon. Alors, chez les marxistes, c'est plutôt le processus inverse qui s'opère. On part de la lutte des classes, et là on est bien sur la terre, dans des rapports de classe assez durs. On passe par une phase transitoire qui s'appelle le socialisme, puisque Marx n'a pas dit grand-chose sur la société socialiste qu'il appelait de ses voeux. Hein. Il a beaucoup décrit le capitalisme et les crises du capitalisme, et de ce point de vue, il est considéré comme l'un des meilleurs économistes critiques du capitalisme, mais sur ce que pourrait être l'après-révolution, bon, c'est quelque chose sur la phase du socialisme, à chacun selon ses moyens, la socialisation des moyens de production, et puis au-delà, il y a une autre phase sur laquelle Marx est assez peu étendu, qui est ce que l'on appelle le communisme, une espèce de société sans classe, sans État, c'est la fin de l'aliénation, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Et ça rejoint un peu la cité idéale de Platon, par exemple. Voilà. Donc si le libéralisme descend du ciel, on pourrait dire, en étant un peu provocateur, que le marxisme aspire d'une certaine manière à y monter à travers cette vision complètement idéalisée d'une société sans classe. Bon voilà, je m'arrêterai là pour Marx, et j'en arrive maintenant à ce qui va constituer le point de rupture entre le libéralisme et le keynésianisme, et c'est bien sûr la dépression des années 30. Voilà, la crise de 29 en étant le facteur déclencheur, mais en fait cette crise va durer au moins une décennie. Elle va se terminer, vous le savez, par la guerre 39-45, qui n'est pas complètement étrangère, évidemment, aux 10 années de crise que l'on vient de traverser. Alors, juste pour faire la transition, quelques citations d'un secrétaire d'État américain, Mellon, secrétaire du président Hoover, qui a précédé Roosevelt. Roosevelt sera le président américain qui va commencer à intégrer les idées de Keynes, puisqu'il va être élu en 1932. Roosevelt, et dès 1933, il va commencer à mettre en place un premier New Deal, qui sera renforcé par un deuxième New Deal en 1936. Mais on est un petit peu avant l'arrivée de Roosevelt, on est encore sous le président Hoover. Voilà ce qu'écrit le secrétaire d'État américain dans ces années 29-32. Voilà.
Et on a bien là encore un exemple de cette conception autorégulée du système économique qui doit permettre de sortir de la crise. Alors les mots qui sont employés par Andrew Mellon sont quand même assez forts. Hein. Aujourd'hui, il nous ferait même hurler. Voilà, il dit « Le gouvernement doit rester à l'écart et laisser la dépression se liquider d'elle-même ». Et il écrit « Liquider le travail, liquider les actions », hein, puisqu'il y a eu une bulle spéculative évidemment très importante qui a explosé en 1929, liquider les agriculteurs, liquider le secteur de l'immobilier. Le seul moyen de guérir les gens de l'inflation, c'est de la laisser s'effondrer. Cela purgera la pourriture qui infecte le système. Le coût de la vie trop élevé et le niveau de vie excessif baisseront, les gens travailleront plus dur, ils mèneront une vie plus morale. Hein. Les valeurs trouveront un niveau d'ajustement et les gens entreprenants ramasseront les débris abandonnés par les moins compétents. Voilà. Donc la crise, c'est une forme de purge, en fait, du système. Alors, on est en 1930-32 lorsqu'il écrit ça. Hein. Mais la crise va se dérouler sous les yeux de Mellon et de beaucoup d'autres, un petit peu sous cette forme-là, finalement. Alors, la doctrine libérale, au moment où éclate la crise de 29, domine, est encore largement dominante. Hein, on est encore dans la pensée néoclassique. Donc c'est l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire que les budgets doivent être à l'équilibre. Hein, ce que Keynes va vivement dénoncer, évidemment, en disant si on veut faire repartir la machine économique, il faut accepter impérativement un déficit pour relancer la demande et l'emploi. Hein. Et Keynes va rencontrer Hoover, donc avant que Roosevelt n'arrive au pouvoir, et il va être reçu par Hoover, mais il va avoir une fin de non-recevoir. Hoover ne va pas vouloir remettre en cause le dogme de l'équilibre budgétaire. Flexibilité des prix et des salaires, évidemment, c'est le cas sur le marché du travail. Hein. Il n'y a pas de salaire minimum, évidemment, dans les années 30. Donc les salaires baissent très fortement, les prix aussi. Hein. On est dans une spirale déflationniste très forte. Et puis l'État gendarme. Hein. Donc on a encore là les pivots d'une économie libérale. Les années 27-28 ont été marquées par, un petit peu à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé en 2007-2008 en fait, hein, par une croissance très forte des actifs financiers. Hein, et il y a eu un optimisme, une euphorie qui s'est prolongée jusqu'au début du 29. Et finalement, il y a eu un retournement sur les marchés financiers, comme il y a eu un retournement également à partir de l'été 2007 aux États-Unis. Et ça a été le jeudi noir, vous savez, du 24 octobre 1929. Voilà. Donc les marchés financiers sont procycliques. Ça veut dire que finalement, comme le disent certains économistes, même si on sait que les arbres ne peuvent pas grimper jusqu'au ciel, tant que les valeurs prennent de la valeur, finalement on achète. Voilà. Voilà. Donc l'augmentation de la valeur des titres conduit à une augmentation de la demande. Voilà, ce qui fait que le mécanisme correcteur du marché ne peut pas s'opérer. Parce qu'en principe, sur un marché normalement constitué, il y a des offreurs qui veulent vendre au prix le plus bas, qui veulent vendre au prix le plus haut, et puis il y a des acheteurs qui veulent acheter au prix le plus bas. Sur le marché financier, ce n'est pas ce qui se passe. Hein, et c'est ce que l'on observe dans des situations de bulle. C'est-à-dire, même quand les prix augmentent, eh bien, la demande continue à augmenter. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans les années 27-28. C'est ce qui s'est passé également dans les années 2005-2007. Hein, les actifs boursiers ont pris une valeur importante. Et Keynes dira plus tard, ça c'est lié au mimétisme des agents. C'est-à-dire que même si on n'est pas forcément persuadé que ça va durer longtemps, tant que les cours montent, eh bien, on est plutôt acheteur que vendeur. Voilà. Le principe du jeu, c'est d'essayer de se retirer des marchés financiers au moment où on a atteint le pic et où ça commence à baisser. Mais il faut être assez malin pour vendre au prix le plus haut. Voilà. Et ça, bon, c'est un peu un coup de poker, quand ça marche ou ça ne marche pas. Alors, bien sûr, cette crise financière va contaminer l'économie réelle, c'est-à-dire l'activité et puis l'emploi. Et là encore, en 2007-2008, il s'est passé exactement la même chose. La crise est systémique. Elle commence à toucher la sphère financière et elle s'étend. Hein. Alors, dans les années 20-30, il a fallu du temps pour qu'elle s'étende. Hein, et je crois que la France n'a été touchée, l'Allemagne a été touchée très rapidement
parce que beaucoup de capitaux américains étaient placés en Allemagne, parce que l'Allemagne vivait une époque assez difficile à ce moment-là. Mais la France était relativement à l'abri des capitaux américains, donc on considère qu'en gros, c'est peut-être en 34-35 que la crise boursière de 29 commence à toucher les côtes bretonnes, si vous voulez. Elle a mis plusieurs années à traverser l'Atlantique. Bon, en 2007-2008, évidemment, ça s'est fait dans les heures qui ont suivi. Mais évidemment, ça n'est pas du tout la même époque. Donc la crise systémique est beaucoup plus rapide, évidemment, aujourd'hui, à l'ère des technologies, de l'information, d'Internet, etc. Mais le processus est le même. Il y a une différence majeure quand même, je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des amortisseurs sociaux qui rendent la crise encore supportable, même si on a vu qu'en Grèce, sur ces 5 dernières années, ces amortisseurs sociaux ont été progressivement supprimés. Ce qui fait que la précarité d'une majeure partie de la population grecque est évidemment très importante aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas en France. En France, ces stabilisateurs économiques jouent encore leur rôle. Donc ce qui rend quand même la crise d'aujourd'hui plus supportable. Mais en termes de nombre de chômeurs, il n'y a pas fondamentalement beaucoup plus de chômeurs. Il n'y en avait pas forcément beaucoup plus dans les années 30 qu'il y en a aujourd'hui en Europe. Bon, dans un premier temps, j'en ai déjà un petit peu parlé, ces prescriptions keynésiennes reçoivent un accueil pour le moins mitigé, en particulier sous Hoover. Roosevelt, lui, par le New Deal en 1933 et surtout en 1936, va commencer à intégrer les préconisations de Keynes, mais ça ne suffira pas à relancer véritablement l'économie américaine. Dans tous les cas, ça n'empêchera pas la guerre. Alors, deux keynésiens en Europe, c'est Hitler, qui va finalement, dans une logique de keynésianisme de guerre, va réarmer très vite, va lancer des politiques de grands travaux, qui sont effectivement préconisés par Keynes. L'Allemagne est dans une situation économique catastrophique dans les années 30. Et donc, pour Hitler, c'est l'occasion de relancer la Grande Allemagne avec le projet que l'on sait derrière. Mais c'est vrai que le keynésianisme de guerre d'Hitler a peut-être obtenu de meilleurs résultats sur le plan économique que le keynésianisme américain lancé par Roosevelt, parce qu'il a été plus radical encore. La voiture du peuple, par exemple, la Volkswagen, a été lancée dans ces années-là. Il y a des programmes routiers aussi, même autoroutiers, très importants, qui ont été lancés en Allemagne à partir de cette époque-là. En France, même chose. En 1935, il y a en France ce qu'on appelle la déflation Laval, c'est-à-dire la baisse des salaires également. Donc on est encore dans cette optique néoclassique, et Jacques Rueff est un économiste libéral français connu, reconnu. Il fera aussi partie, lors de la création de la Société du Mont Pèlerin, des économistes libéraux qui seront aux côtés de Hayek en 1947. Il va mourir en 1978. Il sera assez influent auprès du général de Gaulle aussi dans les années 60, Jacques Rueff. Bon, on en a parlé récemment à propos des professions réglementées. On a fait référence à une loi où on avait déjà cherché à lutter contre les professions réglementées, un certain nombre dans les années 50. Et l'économiste qui est derrière cette proposition de loi, c'est Jacques Rueff. Voilà. Donc il n'est pas très connu, mais il a été quand même assez influent en France des années 30, à la limite jusqu'à sa mort en 1978. Bon, donc la déflation Laval est inspirée par l'économiste Jacques Rueff. Et cette baisse des salaires va accentuer aussi la crise en France et va conduire aussi politiquement à l'élection du Front populaire en juin 1936. Ça aura eu une incidence, de la même manière que les plans d'austérité grecs ont quelque chose à voir avec ce qui s'est passé évidemment le week-end dernier. Voilà. Keynes va avoir cette formule assez intéressante, la crise engendre la crise. Là, je vous ai remis le schéma libéral de la semaine dernière, qui dit, bon, s'il y a une crise, on ne fait rien, l'activité va baisser, il va y avoir plus de chômage, on le sait, il va y avoir moins d'investissement, on le sait, mais la purge va s'opérer à la fois par la baisse des taux d'intérêt, puisque moins d'investissement, le coût du crédit va baisser, moins d'emplois, donc le prix du travail, si le marché du travail est flexible, et il l'est, le prix du travail va baisser. Et puis, à un moment donné, le prix du travail sera tellement bas
le taux d'intérêt sera tellement bas qu'il y aura une reprise des investissements, une reprise des embauches, et hop, l'économie sort de la crise. Voilà. Sans que, encore une fois, il y ait eu des mécanismes de régulation extérieurs au marché. Le marché fait son œuvre parce qu'il a un caractère autorégulateur. Alors, le schéma de Keynes est évidemment très différent, donc on part de la même situation, mais ce qu'il dit, lui, c'est que la baisse des taux d'intérêt et la baisse du prix du travail ne vont pas permettre un retour à l'équilibre, bien au contraire, ils vont contribuer à accentuer un peu plus la crise. Parce que le prix du travail, ce n'est pas simplement un coût, c'est aussi un revenu, donc un élément de la demande. Donc si on baisse trop fortement le prix du travail, on asphyxie la demande, et si la demande baisse, les entreprises vont avoir des anticipations plutôt négatives par rapport à l'évolution de l'économie à court terme. Donc plutôt que de reprendre les investissements, même si les taux d'intérêt sont bas, ils n'investiront pas. Voilà. Et finalement, non seulement on ne sort pas de la crise, mais la crise s'accentue et on est dans une boucle, dans un cercle vicieux que l'on connaît assez bien finalement et qui s'est produit pas mal de fois dans l'histoire. Bon, là-dessus arrive donc John Maynard Keynes, lord anglais. Il a été anobli par la reine peu de temps avant sa mort. Bon, son père est un économiste, un mathématicien, c'est un surdoué incontestablement, il fait les grandes universités anglaises, il s'intéresse à l'économie à partir des mathématiques, lui aussi déjà. Il va publier un premier livre en 1919 qui va le faire connaître, qui s'intitule « Les conséquences économiques de la paix », où il s'oppose au traité de Versailles, il s'oppose assez fortement à Clémenceau, parce qu'il trouve très risqué de faire payer des dommages de guerre à l'Allemagne. Il pense qu'à mettre l'Allemagne à genoux pour cause de réparation, eh bien, on risque peut-être de provoquer une nouvelle crise, voire une nouvelle guerre en Europe quelques décennies plus tard, et évidemment, l'histoire lui a donné raison. Mais son livre n'a pas eu beaucoup d'audience au moment où il est sorti en 1919, parce que la France, l'Angleterre et d'autres étaient évidemment tout à leur joie d'avoir battu l'Allemagne. Alors je crois que ce livre, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement à partir d'Internet. C'est un petit opus qui n'est pas forcément très long à lire, et la pensée de Keynes est assez intéressant. Mais ce n'est pas un ouvrage à proprement parler d'économie, même si, évidemment, il est très argumenté sur le plan économique. Mais son œuvre majeure va être publiée en 1936, même si les travaux ont commencé quand même quelques années avant, en pleine crise économique et sociale, et elle s'appelle La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Voilà, c'est le titre complet. On l'appelle la théorie générale. Et en fait, et le mot emploi arrive en premier, hein. C'est pas un hasard. Pour Keynes, évidemment, l'objectif principal de ce travail, c'est de relancer l'emploi. Alors, il écrit en 1935, je pense être en train d'écrire le livre sur la théorie économique qui révolutionnera grandement, probablement pas tout de suite, il avait raison, hein, puisque avant que on se rallie aux thèses de Keynes, il s'est bien passé une dizaine d'années, la façon dont le monde pense les problèmes économiques. Donc c'est véritablement une révolution sur le plan de la théorie économique. Hein. Et c'est vraiment avec Keynes que l'on rompt pour la première fois avec les théories libérales qui sont quand même archi-dominantes depuis le milieu du XVIIIe siècle. Hein. Donc on a 2 siècles de domination sans partage de la théorie libérale, mis à part Marx, mais Marx n'est quand même pas tout à fait dans le même champ que Keynes. Keynes est quand même le premier économiste à véritablement proposer une contre-théorie à la théorie libérale. Alors, ce qui est drôle chez Keynes, c'est que c'est un économiste qui considère les problèmes économiques comme un problème à résoudre. Ce n'est pas sa préoccupation première. Lui, c'est un intellectuel, c'est un dandy qui s'intéresse beaucoup à la littérature, au théâtre, à la danse, qui considère qu'il y a 1000 choses plus intéressantes à faire dans la vie que de travailler. Et ce qu'il souhaite, c'est que ce problème économique soit résolu pour que les hommes puissent faire autre chose, comme lui a fait de multiples choses au cours de sa vie. Il a écrit une lettre qu'on peut trouver aussi sur Internet,
la lettre de John Maynard Keynes à ses petits-enfants, qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais eu d'enfants, donc il n'a jamais eu de petits-enfants, où il se projette à horizon un siècle à peu près, où il dit finalement, en l'an 2000, comment vivront les petits-enfants, ou mes petits-enfants. Voilà. Et il pense que le problème économique sera résolu. Voilà. Il pense que le temps de travail sera faible, quelques heures de travail par jour. Il anticipe déjà, à travers cette lettre, la problématique de la baisse du temps de travail, qui viendra beaucoup plus tard. Vous pourrez la lire, cette lettre, elle est assez intéressante. Alors, pour Keynes comme pour Marx, il y a un risque que, de crise en crise, l'économie libérale soit emportée et que le système capitaliste s'effondre. Voilà. Mais, c'est ça qui est important, il n'en tire pas les mêmes conclusions que Marx. Autant Marx souhaite ardemment que sa prophétie se réalise, autant Keynes, lui, va mettre en œuvre un certain nombre d'outils de régulation par l'État pour que le capitalisme ne disparaisse pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que Keynes a été l'économiste qui a fait mentir Marx. En fait. Mais lui, il est en faveur de l'économie de marché, clairement. Il écrit: j'estime que le capitalisme, à condition d'être sagement conduit, est probablement capable d'être rendu plus efficace dans la poursuite d'objectifs économiques que tout autre système actuellement en vigueur. Voilà. Et encore une fois, il s'oppose aussi à ce qui est en train de se passer en Union soviétique. Voilà. Donc le capitalisme, oui, mais un capitalisme aménagé, on dirait aujourd'hui un capitalisme régulé, en fait. Alors on va voir les outils de régulation après. Il écrit dès 1924, donc 12 ans avant la publication de la théorie générale, 5 ans avant la crise de 29, j'introduis l'État, j'abandonne le laisser-faire. Donc c'est déjà une conviction qu'il avait assez forte avant même le déclenchement de la crise de 29. Et puis Keynes, lui, va s'intéresser aussi à d'autres disciplines connexes à l'économie, parce qu'il considère que ces disciplines peuvent interagir, impacter la sphère économique. Il pense d'abord que l'économie est une science de l'incertain, qu'on ne peut pas tout prévoir. Il y a une indétermination des phénomènes économiques. Donc l'incertitude est au cœur de l'économie de marché, et donc il considère qu'il faut réduire cette incertitude. Premier point. Et deuxième élément, la psychologie des hommes. Il considère que la psychologie et la psychanalyse ont beaucoup à apporter à la science économique. Et ce qui est drôle, c'est que Keynes va entretenir une correspondance assez soutenue avec Freud, justement parce qu'il va essayer de comprendre les comportements psychologiques humains, en particulier sur les marchés financiers. C'est pour ça que Keynes va avoir une théorie très originale sur le fonctionnement des marchés financiers et qui va s'opposer sur l'idée de rationalité des acteurs sur les marchés financiers. C'est ce qu'il appelle the animal spirit, les esprits animaux qui animent les acteurs sur les marchés financiers, et ce qui explique pourquoi finalement leur cupidité les amène à acheter même quand les cours montent, et que finalement ils conduisent comme ça les marchés financiers de bulle en crack. Donc il y a toute une approche très psychologique du comportement des hommes sur les marchés, en particulier sur les marchés financiers. Et enfin, et je vais insister beaucoup là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, il inverse le schéma libéral qui fait de l'offre la priorité. Pour lui, la priorité sur le plan économique, c'est la demande. Voilà. Et là, je vous renvoie à cette citation de Jean-Baptiste Say, ce sera la dernière fois, je vous rassure. L'offre crée sa propre demande, utilisée donc pas plus tard que l'année dernière. Voilà le schéma. Tout part de l'offre, en fait. Donc il faut créer les conditions pour que l'offre soit la meilleure. Donc l'offre, c'est l'entreprise. Parce que c'est par sa production des entreprises qu'il y aura une distribution de revenus. Une partie de ces revenus va être évidemment consommée, une partie va être épargnée. L'épargne va permettre l'investissement et la consommation va alimenter la demande des ménages en biens de consommation et la demande d'investissement en biens d'équipement. Voilà. Et c'est donc en créant les conditions favorables de l'offre qu'on pourra résoudre les problèmes d'emploi, puisque l'offre crée, in fine,
sa propre demande. Voilà, donc il n'y a pas à se préoccuper de la demande. Et c'est ce schéma-là qui va être inversé par Keynes. Hein, et c'est ça qui est assez original dans la théorie keynésienne, c'est que lui, il part au contraire de la demande de biens de consommation et la demande d'investissement. Parce que ce sont ces demandes-là qui composent ce qu'il appelle la demande effective, qui est la demande anticipée, qui va déterminer le niveau de production, et c'est le niveau de production qui va déterminer l'emploi. Voilà. Et donc, si la politique économique a un sens, eh bien, elle doit agir sur la demande de consommation, et pour Keynes, c'est le rôle de la politique budgétaire et de la politique fiscale, on va y revenir. Et puis, pour agir sur la demande d'investissement, c'est la politique monétaire. Par ces deux leviers de politique économique, qui sont des éléments, je dirais, régaliens de l'État, en fait, hein, eh bien, on peut espérer agir favorablement sur l'emploi. Voilà. Et Roosevelt, aux États-Unis, en 1936, va mettre en œuvre, pour partie au moins, un certain nombre de ses préconisations, de même qu'Hitler en Allemagne, ou de même que Léon Blum en France à partir de 1936. Léon Blum entretient aussi une correspondance avec Keynes. Et le keynésianisme social de Blum n'a évidemment rien à voir avec le keynésianisme guerrier d'Hitler, hein, puisque les accords de Matignon de 1936, par l'augmentation des salaires, visent un double objectif, à la fois social, hein, par rapport à la politique de déflation de Pierre Laval de l'année d'avant, hein, rehausser les salaires, plus un certain nombre d'avantages sociaux, évidemment. Voilà, et ça doit permettre de stimuler un petit peu la demande et de faire repartir l'économie. Alors, les leviers, donc, je viens de les évoquer très rapidement. La politique monétaire, le levier, c'est le taux d'intérêt. Voilà. Si on baisse le taux d'intérêt, on diminue le coût du crédit, et donc on doit favoriser l'investissement. Et en période de surchauffe, quand l'économie a tendance à s'emballer et que les prix ont tendance à devenir un peu trop importants, eh bien on augmente les taux d'intérêt, ça augmente le coût du crédit, et ça doit freiner la demande, et donc faire baisser l'inflation. Voilà. Donc le taux d'intérêt, c'est un peu comme un robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme en fonction de la conjoncture économique. C'est assez simple à comprendre comme mécanisme. Et ça a encore du sens, parce que si vous prenez la politique menée par la Banque Centrale Européenne, par exemple, depuis plusieurs années, je ne parle même pas de la politique de la Fed aux États-Unis, mais aujourd'hui, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est à 0,05%. Il n'a jamais été aussi bas. Il ne pourra pas descendre au-delà de 0, hein. On est carrément au plancher. Et si on regarde l'évolution de ce taux d'intérêt depuis la crise de 2008, eh bien il a baissé de manière assez sensible, hein, et encore récemment. Et l'objectif, clairement, de la BCE, ben, c'est d'essayer de faire en sorte que les banques commerciales répercutent la baisse du taux directeur dans leur propre taux d'intérêt. Et si on veut aujourd'hui s'endetter, les taux offerts par les banques sont bas. Les prêts immobiliers sur 20 ans sont entre 2,5 et 3% à peu près aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais l'inflation est encore plus basse. C'est vrai. Donc les taux réels sont en fait positifs. Mais si je ne tiens pas compte de l'inflation, c'est vrai que les taux sont quand même très attractifs. Donc l'idée, c'est de permettre une relance des dépenses d'investissement et de consommation des ménages. Bon. Je ne dis pas que ça marche, hein. Je vais en reparler tout à l'heure. Hein. Bon, c'est un des problèmes, peut-être, de cette politique monétaire de la BCE, qui aujourd'hui est à son maximum, et c'est pas pour ça que ça a fait repartir véritablement l'investissement. L'investissement privé, il reste très bas aujourd'hui encore en France, malgré des taux d'intérêt qui sont plutôt attractifs. Bon, mais j'y reviendrai. Mais bon, ça, c'est la politique monétaire. Et puis la politique budgétaire, le levier, c'est le budget de l'État, en fait. Et c'est en particulier les dépenses publiques. Donc, en situation de crise, il faut relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il faut accepter d'augmenter les dépenses publiques. Voilà. Ce qui ne veut pas dire forcément des embauches de fonctionnaires. Il y a différentes manières
d'utiliser le levier de la dépense publique. Ça peut être un des leviers, ou revaloriser le salaire minimum, puisque ça c'est une décision régalienne. Ça a été fait en 81 par exemple, ou à d'autres périodes. Hein, l'idée c'est d'essayer, en revalorisant le salaire minimum, d'inciter les agents économiques à consommer. Voilà. Donc on augmente les dépenses publiques parce que Keynes dit qu'il y a un effet multiplicateur. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de cet effet multiplicateur, mais pour 100 qui sont injectés dans l'économie par l'État, cet effet multiplicateur va peut-être produire à l'arrivée, ce n'est pas la multiplication des pains, mais c'est un peu ça l'idée, peut-être 500. Parce que si j'injecte 100 auprès d'un agent économique, il va les dépenser. Donc cet argent va être reçu par un autre agent économique. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va aussi le dépenser auprès d'un troisième agent qui lui-même va le dépenser, etc. Donc l'effet multiplicateur tient compte de la circulation de ce capital de départ qui, à l'arrivée, va créer une création de richesse peut-être 5 fois supérieure à la mise initiale. Alors, ça dépend du comportement des agents. Il ne faut pas qu'ils épargnent. Parce que si vous donnez 100 à une personne et qu'il le met dans son bas de laine, le processus s'arrête tout de suite et l'effet multiplicateur est nul. Donc si on veut que ça marche, il faut que cet argent aille à destination d'agents économiques qui vont le consommer. Donc des gens qui épargnent peu, ou qui n'épargnent pas du tout. Lorsque Lionel Jospin a lancé la prime pour l'emploi en 97-98, l'idée a été justement de cibler la prime pour l'emploi sur des catégories de salariés qui avaient des niveaux de revenus relativement modestes. Parce qu'on sait que leur propension, comme on dit en économie, à épargner est faible. Alors que si vous injectez de l'argent dans l'économie, par exemple, vous faites une baisse d'impôt, qui est une manière de restituer du pouvoir d'achat aux agents économiques. Si vous faites une baisse d'impôt sur les catégories inférieures, ceux qui ont les revenus les plus faibles, vous pensez bien que, on peut imaginer en tous les cas que cette économie d'impôt va se traduire en consommation. Parce que ces agents économiques ont une propension à épargner faible. Mais si vous réduisez les impôts sur les catégories les plus élevées, qui ont déjà un niveau de besoin largement satisfait, il est probable que la totalité de cette économie d'impôt va aller dans l'épargne. À ce moment-là, il n'y aura pas d'effet multiplicateur. D'accord? Donc si on veut que l'effet multiplicateur keynésien marche, là encore, il faut faire d'une pierre deux coups, à la fois avoir un objectif social et un objectif économique, parce qu'on sait que l'argent sera effectivement dépensé. Voilà, ça c'est le principe de l'effet multiplicateur, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et à l'inverse, lorsqu'on est en situation de surchauffe, eh bien là encore, il faut mener une politique de rigueur et maîtriser, ou de déficit important, eh bien il faut mieux maîtriser les dépenses publiques, et à ce moment-là, il faut les réduire. Voilà. Donc la politique budgétaire, c'est plutôt le budget de l'État et les dépenses publiques, ou l'impôt, et puis la politique monétaire. Et puis il y a la politique fiscale, voilà, qui est un élément de la politique budgétaire finalement, parce que les impôts font partie du budget de l'État. Voilà les leviers de la politique keynésienne. Alors, ça a plutôt bien marché pendant les 30 Glorieuses, finalement, d'utiliser ces leviers. C'est ce qu'on appelle le keynésianisme hydraulique. Bon, je passe le terme, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est vrai qu'à partir des années 50, on a vu se mettre en place à la fois une politique budgétaire, plutôt volontariste, avec des budgets, en France, où le budget de l'État a augmenté tendanciellement chaque année, avec des dépenses d'investissement conduites par l'État, dès la libération. Hein, les politiques du CNR, par exemple, ont été des politiques très, très volontaristes. Hein. On a créé un certain nombre de grands secteurs industriels en France, dans l'automobile, dans l'aéronautique, la filière nucléaire également. Donc il y a eu des investissements massifs qui ont été réalisés par la main visible de l'État et qui ont favorisé finalement une croissance assez soutenue. Globalement, nous sommes nés à peu près tous dans cette période des 30 Glorieuses, ce qui a permis de dégager des excédents budgétaires, ce qui a permis de financer aussi l'État-providence et de mettre en place la protection sociale que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, et qui est aujourd'hui, évidemment, davantage menacée.
Voilà, c'est l'âge d'or, en fait, du keynésianisme. Keynes est mort, hein. Keynes meurt en 1946. Les politiques keynésiennes qui vont porter son nom, finalement, Keynes ne les connaîtra pas de son vivant. Elles vont surtout se mettre en place, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, après sa mort. Richard Nixon dira dans les fins des années 60, début des années 70, nous sommes tous keynésiens. Voilà. Et c'est là que les libéraux pensent avoir perdu définitivement la partie, quoi. Hein, parce que les économies occidentales sont prospères. Hein. L'âge d'or, c'est vraiment le milieu des années 60. Hein, je crois que pour l'économie américaine, l'année 1965 est la meilleure année en termes de croissance, en termes de chômage extrêmement faible. Voilà. Et donc, la politique économique fonctionne bien, ce qu'on appelle en économie un policy mix. C'est-à-dire une combinaison de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Et avec ces deux leviers, ces deux robinets qu'on ouvre et qu'on ferme, on régule à peu près bien le système économique. Et encore une fois, l'économie est en croissance. La France va avoir en moyenne une croissance de plus de 5% entre 45 et 75. Voilà. Et là, en 2014, on doit être à 0,4% à peu près. Enfin, les chiffres ne sont pas encore définitifs de croissance. On est sur une croissance zéro aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était sans doute un phénomène de rattrapage aussi, hein, d'intrigueur. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en termes de dette, au sortir de la guerre, la dette française est très élevée quand même. En 1944, elle doit être de plus de 200% du PIB. Aujourd'hui, on est à 94-95% du PIB, la moitié à peu près de ce qu'elle était. Ça n'a pas empêché le CNR de se lancer dans des programmes d'investissement très ambitieux, hein, au sortir de la guerre. Et finalement, en 1960-70, on doit être en dessous de 20% de dette publique. C'est-à-dire que la dette publique a été résorbée très largement, grâce à l'inflation d'ailleurs, en partie, mais aussi grâce à la croissance, qui a été générée par ces politiques d'investissement très volontaristes, très expansionnistes. Donc le policy mix est convergent. J'y reviendrai parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la BCE, on a plutôt un policy mix divergent que convergent. Mais c'était vraiment la particularité de cette époque. On fait ce qu'on appelle en économie du stop and go. Voilà. Et ça marche. Au moins pendant ces 30 années. Donc les Keynésiens pensent avoir triomphé. Définitivement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et il va y avoir, comme vous le savez, le premier choc pétrolier, 1974, et le début de la crise pétrolière, dont on n'est jamais véritablement sorti 40 ans plus tard. En fait, c'est plus une mutation profonde de l'économie qui s'amorce, mais qui va quand même remettre en cause la doxa keynésienne, la doctrine keynésienne, et c'est là que les libéraux vont réapparaître. Et le premier d'entre eux, Hayek, j'ai dit tout à l'heure, qu'il a été nobelisé en 1974, comme par hasard, et c'est pas hasard. Et Friedman, 2 ans plus tard, en 1976. Et les économistes keynésiens, beaucoup ont eu le prix Nobel avant le premier choc pétrolier, et après, ça va être davantage le règne des économistes libéraux, qui auront les prix Nobel les années et les décennies qui suivront. Voilà, donc, j'ai mis deux « Nous sommes tous keynésiens » pour reprendre la citation de Nixon, à la fin des années 60, au premier choc pétrolier, 1974, vous vous en souvenez sans doute, pour les plus âgés, il y a quelques jeunes dans la salle qui n'étaient pas nés, c'est ce que l'on appelle la stagflation. C'est-à-dire qu'on a à la fois de l'inflation, une inflation à 2 chiffres. Hein. En 1981, on doit être à 14% d'inflation à peu près en France. Et puis le chômage recommence à monter, déjà depuis le début des années 70. Voilà, on est à 1 million de chômeurs, je crois, enfin 200 000 peut-être en 1974, 1 million en 1980, 2 millions en 1990. Et aujourd'hui, selon les dernières statistiques qui nous ont été données par la DARES hier ou avant-hier, on doit être à catégorie A, 3 500 000, je crois. En catégorie A. C'est-à-dire vraiment les personnes qui sont sans emploi du tout. Mais il y a autour un certain nombre de situations où les salariés sont un peu entre formation, emploi et chômage, quoi. Donc il y a un lot du chômage qu'il faudrait ajouter, on est aux alentours de 5. Mais en catégorie A, on est à 3,5 millions. Donc voilà, la croissance inexorable du chômage
depuis le premier choc pétrolier, mais en 1973, on est au plein emploi avec à peu près 200 000 chômeurs. On considère que c'est incompressible, on ne pourra pas faire moins que 200 000. Quoi. Bon, c'était une autre époque. Bon, en tous les cas, on est confronté à la stagflation. Alors, les réflexes de nos politiques et de nos économistes à l'époque, ce qui reste keynésien, le logiciel est keynésien. C'est la relance Chirac, premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, vous vous en souvenez peut-être, qui va claquer la porte en 1976 pour créer le RPR, et le Premier ministre deviendra le meilleur économiste de France. Keynésien plus modéré déjà, Raymond Barre. Mais la relance Chirac de 1975 est typiquement une relance keynésienne. On pense que la crise est passagère, qu'on va pouvoir encore faire du stop and go, et donc ralentissement de la croissance, augmentation des dépenses publiques. Voilà. Donc le déficit public se creuse dès 1976. Mais Keynes disait c'est pas grave, parce que derrière, le retour à l'équilibre permettra d'absorber les déficits précédents. Donc n'hésitez pas à creuser les déficits. Parce que dans la pensée keynésienne, il n'était que provisoire. Bon, l'histoire nous a montré que les déficits sont devenus structurels, puisque le dernier budget à l'équilibre, je crois, c'est 74 ou 75 en France. C'est 40 ans qu'on est dans des situations de déficit budgétaire. Mais à l'époque, évidemment, on n'a pas cette connaissance du futur, et donc la politique de Chirac est une politique keynésienne. Deuxième exemple, je l'ai dit la dernière fois, la gauche est élue en 81 sur un programme keynésien. Alors que le vent de l'histoire de la pensée, en tous les cas, est en train de tourner. Thatcher vient d'être élu en Angleterre et Reagan encore plus récemment aux États-Unis, et s'amorce la contre-révolution libérale. Voilà. Mais la politique économique qui va se mettre en place en 81-82 est une politique keynésienne. Et Mauroy va mettre en œuvre cette politique à la fois pour des objectifs sociaux et aussi pour des objectifs économiques de relance de l'activité. Voilà. Et la parenthèse va s'arrêter un peu brutalement en mars 83 par le retour d'une politique de rigueur sur le plan budgétaire. Le problème des économies dès les années 80, ce qui n'était moins le cas de Keynes dans les années 30, c'est que les économies sont beaucoup plus ouvertes. C'est-à-dire qu'une relance dans une économie fermée, ça profite à l'économie. Une relance dans une économie ouverte, ça peut profiter à d'autres pays qu'à l'économie nationale. Voilà. Et une des conséquences de la relance de 82, par exemple, mais c'était vrai déjà la relance de 75, ben, ça a été de creuser le déficit commercial. Voilà. Donc apparaissent deux déficits jumeaux. Le déficit budgétaire se creuse et le déficit commercial également. Voilà. Et le risque derrière, c'est effectivement l'accroissement du déficit et l'accroissement de la dette. Je vais y revenir. Si on regarde la croissance depuis les 30 glorieuses, hein, je le disais tout à l'heure, la période keynésienne, 60-69, ça c'est typiquement la période, l'âge d'or keynésien dont j'ai parlé tout à l'heure, pour la France, 5,6% de croissance, et on voit que ça descend inexorablement, et qu'on est aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, à une croissance quasi zéro. Voilà, il y a un chômage qui devient endémique quand même. Ce qui pose la question du financement du modèle social, puisque notre modèle social, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se construit après-guerre, est quand même fondé sur un État-providence et sur une croissance relativement forte. Hein. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens en emploi, par exemple, pour permettre aux gens qui prennent leur retraite de pouvoir assurer la solidarité intergénérationnelle. Avec une croissance nulle, il y a de moins en moins d'actifs, indépendamment même du problème du vieillissement, de moins en moins de cotisants et de plus en plus de bénéficiaires. Donc la question du régime des retraites se trouve posée. Mais ce n'est pas forcément la seule explication aux difficultés de financement de notre protection sociale. Parce que cette révolution libérale qui va s'opérer va se traduire aussi par une baisse assez massive de la fiscalité, en particulier sur les revenus les plus élevés. Bon. Et bon, je n'ai pas les chiffres là, mais je pourrais les retrouver pour une prochaine séance. Si on
n'avait pas réalisé les baisses d'impôts qui ont été réalisées depuis les années 80, on n'aurait pas les mêmes problèmes de déséquilibre budgétaire et des comptes sociaux. Voilà. Et là, il y a une question qui se pose aujourd'hui, mais c'est un autre débat, mais si vous voulez, je pourrais y revenir, se pose la question aujourd'hui, et c'est l'objet du livre de Thomas Piketty, finalement, hein, c'est de restaurer une fiscalité qui permette de financer le modèle social, et non pas de profiter de la croissance faible pour remettre en cause ce modèle social. Et ça, c'est un enjeu, évidemment, politique majeur. Et Thomas Piketty contribue de ce point de vue utilement à ce débat. C'est la question, par exemple, du financement de ces grandes sociétés d'Internet dont j'ai parlé tout à l'heure, les GAFA, Google, Amazon, Apple, etc., hein, qui finalement sont très peu fiscalisés en France. En tous les cas, ne sont pas fiscalisés en France à hauteur du chiffre d'affaires et des bénéfices que ces sociétés réalisent sur le territoire national. C'est la question de la fraude fiscale. C'est la question de la taxe sur les transactions financières. Enfin bon, il y a un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes, notamment par Thomas Piketty. C'est la question de la réforme fiscale d'une manière générale. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, Keynes était, pour revenir à lui, était un économiste libéral. Il voulait aménager le capitalisme, mais pour le pérenniser. Et il avait utilisé cette formule, nous sommes en 1925, il disait un pays qui aurait un taux de prélèvement obligatoire de 20 à 25%, selon les sources que l'on trouve, basculerait dans le socialisme. Donc, il n'était pas favorable finalement à un interventionnisme trop fort de l'État. Je ne sais pas si Keynes serait keynésien aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer que Keynes était favorable à un État, à l'État-providence d'aujourd'hui. L'État social n'existait pas quand Keynes meurt en 1946. Il va se mettre en place. Et aujourd'hui, quand on regarde les prélèvements obligatoires, pour 2014, on est à 45-46%. Parce que dans ces prélèvements obligatoires, ce qui a formidablement augmenté et qui n'existait pas du temps de Keynes, c'est justement cet État-providence, cet État social. C'est-à-dire le fait d'avoir mis en place un système de protection sociale. D'après Piketty, ça fait 20-25 points de prélèvements obligatoires en plus. Donc ça, c'est un choix politique qui a été pris à la Libération, auquel la France et les Français sont très attachés, mais que Keynes ne pouvait pas imaginer dans les années 20, parce que ce système, évidemment, n'est pas mis en place. Mais il y a une véritable différence entre le taux de prélèvement obligatoire préconisé, maximum préconisé par Keynes, et celui qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, on n'a pas basculé pour autant dans le socialisme. Nous sommes dans une économie capitalisme de marché, avec un État qui a un certain nombre de missions, et puis un État social, encore une fois, qui aujourd'hui satisfait quand même très largement la majorité des habitants de ce pays. L'évolution de la dette, alors vous l'avez à la fois en valeur, en noir, et en pourcentage du PIB en rouge. Donc vous voyez l'augmentation tendancielle. Bon, le graphique s'arrête en 2012, j'ai dû rajouter, je crois, la dernière statistique pour T2, donc deuxième trimestre 2014, les chiffres sont connus. On est aux alentours aujourd'hui d'une dette publique qui représente 95% du PIB, avec 2030 milliards. On a un PIB aujourd'hui qui est aux alentours de 2100 milliards, pour vous donner l'ordre du PIB. Une dette publique qui est à 2030 milliards. Alors, je vais dire un mot quand même sur cette dette, pour la relativiser. D'abord, cette dette met au numérateur, enfin quand on l'exprime en pourcentage, met au numérateur un stock de dette accumulé depuis 40 ans, et au dénominateur un flux de revenus. Puisqu'au dénominateur, on a le PIB annuel. D'accord ? Et au numérateur, on a 40 ans de dette. Bon. Ça pose problème d'avoir un rapport avec un stock, une variable de stock au numérateur, une variable de flux au dénominateur. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple d'un ménage qui gagne, je ne sais pas, si je dis 2000 € par mois, et qui va voir la banque, le banquier, pour
l'achat d'un bien immobilier de 200 000 euros. On est bien dans le même cas de figure. Si on met au numérateur le montant de l'emprunt, de la dette, 200 000 euros, et qu'on rapporte au revenu annuel, c'est ce qu'on fait pour le PIB, c'est un revenu annuel, bon, 2 000 euros par mois multiplié par 12 mois, ça fait 25 000 euros, ça vous fait un ratio dette sur revenu qui est considérable, qui n'a pas de sens. Parce que si on dit aux ménages, ben, regardez, vous allez avoir un ratio d'endettement de, je ne sais pas, moi, si on fait 200 000 sur 2000, ça fait un ratio de 1000% de dette. Il faudrait vérifier ce que je dis. Je veux dire, aucun emprunteur n'accepterait. Je pense que le type, il part en courant. Bon, mais on ne fait jamais ça, parce que ça n'a pas de sens. Ce que l'on va mesurer, c'est sa capacité à rembourser sur l'année un certain montant de l'emprunt qu'il a contracté. Et on met flux sur flux. Et ça a du sens. On dit en France, bah, il ne faudrait pas que le remboursement de l'emprunt représente plus d'un tiers du revenu mensuel. Voilà. Et ça, d'accord. Mais rapporter une dette globale sur un flux annuel, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. D'accord ? Là, ça voudrait dire qu'il faudrait pour la France à peu près 1 an de richesse pour rembourser la totalité de sa dette. Ce qui peut paraître beaucoup et peu en même temps. Parce que des ménages qui pourraient rembourser sur 1 an la totalité de leur dette sur un bien immobilier, à mon avis, on n'en trouvera pas beaucoup. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que le chiffre fait peur. Alors, quand on frôle les 100%, évidemment, ça fait encore davantage peur. Et je crois qu'il faut relativiser. Ce qui compte, c'est combien la France, chaque année, rembourse des emprunts qu'elle a contractés. Voilà. Donc on met un flux de revenus au numérateur, les intérêts de la dette et le remboursement de la dette. On doit être aux alentours peut-être de 180 milliards par rapport à un PIB qui est, je l'ai dit, de 2100 milliards. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de savoir si la dette est soutenable ou pas. Est-ce que l'on a, en termes de charges financières et de remboursement du capital, suffisamment de richesse pour pouvoir rembourser année après année, parce que c'est quand même une dette perpétuelle, quand même, la dette d'un État. Voilà. Et on est aux alentours, peut-être, sur les seuls intérêts de la dette, on a 43 milliards d'intérêts par rapport à un PIB de 2100 milliards. C'est un ratio qui est supportable au niveau des charges d'intérêt. On bénéficie quand même aujourd'hui de taux très bas. Ce n'est pas garanti que les taux restent au niveau où ils sont. L'État français, l'Agence française du Trésor, emprunte à moins de 1% aujourd'hui. On doit être à 0,7 aujourd'hui. L'Allemagne emprunte à des taux encore plus faibles que la France. Mais, bon, voilà, donc la question c'est moins le montant de la dette ou le ratio que la question de la soutenabilité de la dette. Voilà. Il y a des pays, je l'ai dit la semaine dernière, la dette du Japon c'est 250% du PIB. 250%. Mais c'est une dette japonaise. Donc tout le monde s'en fout. Les agences de notation ont dégradé la note du Japon, ils sont en C-, mais tout le monde s'en fout, ça ne change rien à la situation du Japon. Et le Japon, si vous regardez la politique économique du Japon, elle est ultra keynésienne. Et malgré la dette, Shinzo Abe a lancé encore des programmes de relance budgétaire et une politique monétaire qui est aussi très accommodante, comme on dit en économie. C'est-à-dire que le policy mix japonais, il est convergent. Il est keynésien, mais franchement keynésien. Hein. Nous, à côté, on est vraiment des petits joueurs. Alors, est-ce que les Japonais vont pouvoir retrouver la créance qu'ils ont sur leur propre État? Rien n'est moins sûr. Mais ça, c'est la question du remboursement des dettes. D'une manière générale, elle se pose au Japon, elle se pose aux États-Unis. La dette publique américaine, c'est plus de 100% du PIB aussi. 95%, je l'ai dit, en France, 130% en Italie, 175% en Grèce. L'Espagne, qui avait une dette publique très faible avant la crise, mais une dette privée très importante, aujourd'hui a une dette privée tout aussi importante et une dette publique qui est en train de nous dépasser. Et l'Espagne va être à 100% de dette publique à la fin de cette année. Donc c'est un problème général. Voilà. Donc la pression sur la dette,
on l'a fait pour dire, bon, il faut assainir notre économie et revenir à une politique économique qui soit plus vertueuse. Bon, il reste deux ou trois transparences et tout. Bon, la question du keynésianisme aujourd'hui doit être repensée à un autre niveau que l'économie française. Le keynésianisme hydraulique à la papa des années 50 ne peut pas fonctionner dans une économie ouverte, aujourd'hui mondialisée même, comme il a bien fonctionné dans les années 50, 60, 70. Voilà. Les économies sont trop intégrées. Donc si on doit repenser la politique keynésienne, il faut le faire dans un cadre renouvelé. Et on se dit évidemment que ce cadre pour nous, ce peut être la zone euro. Alors voyons ce qu'il en est. La politique monétaire, elle est administrée par la BCE, je l'ai dit tout à l'heure. La BCE, c'est Mario Draghi qui la pilote aujourd'hui. Avant, c'était un Français, Jean-Claude Trichet. Là, c'est un Italien. De Goldman Sachs, au départ. Bon. Cette BCE est indépendante du pouvoir politique. Donc, elle ne doit recevoir d'ordre de personne. Pourquoi est-ce qu'on a une BCE indépendante? C'est parce que l'Allemagne a accepté de renoncer aux marques. Hein, ça a été négocié, ça, paraît-il, entre Kohl et Mitterrand. On est à la fin des années 80, début des années 90. La chute du mur vient de se faire. L'Allemagne est en train d'intégrer les Länder de l'Est. L'Allemagne a donc besoin de l'Europe et en contrepartie, Mitterrand dit « Ok, on va vous aider pour l'intégration des Länder de l'Est, pour reconstituer la Grande Allemagne, si vous voulez, mais en contrepartie, vous acceptez de renoncer aux marques. » Et les Allemands acceptent à condition que la BCE soit copiée sur le modèle allemand. Et la Bundesbank était indépendante, donc la BCE sera indépendante ou ne sera pas. Voilà. Et je l'ai dit la semaine dernière, elle est à Francfort. Elle n'est pas à Rome, elle n'est pas à Paris, elle est encore moins à Athènes. Elle est à Francfort, en Allemagne. Donc la politique de la BCE, c'est une politique pro-allemande, au départ. En tous les cas, jusqu'à l'arrivée de Mario Draghi. Et Mario Draghi ne se fait pas beaucoup d'amis aujourd'hui du côté de l'Allemagne, justement parce qu'il a pris beaucoup de liberté par rapport au statut de la BCE. Parce que l'opération qu'il vient de lancer, là, le quantitative easing, j'en ai dit 2 mots la semaine dernière, c'est pas dans les statuts de la BCE. C'est dans les statuts de la Fed, et les États-Unis le font, c'est dans les statuts de la Banque d'Angleterre, et l'Angleterre le fait, mais c'est pas dans les statuts. Voilà. Et la BCE fait marcher aujourd'hui la planche à billets. Voilà. Mais en théorie, elle est indépendante. Donc elle échappe à la France, la politique monétaire. Bon, depuis le traité de Maastricht et la création de la zone euro. Deuxième politique dont j'ai parlé tout à l'heure, la politique budgétaire. Bon, aujourd'hui, on est contraint par la règle d'or. Alors qu'est-ce que c'est la règle d'or? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'obligation faite aux pays de la zone euro de revenir à l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire de ne pas utiliser le levier budgétaire pour stimuler l'économie par l'investissement, par exemple, par les investissements publics. Hein? Voilà, cette règle d'or, elle est constitutionnelle en Allemagne, c'est-à-dire qu'elle est dans la constitution allemande. Et si vous avez suivi la presse de ces dernières semaines, l'Allemagne vient d'annoncer, à grand renfort de publicité, qu'elle est revenue à l'équilibre budgétaire en 2014. Voilà, elle a atteint l'équilibre. Hein, et l'Allemagne a inscrit dans sa propre constitution cette règle d'or. Bon. Après, il y a eu débat pour savoir si on devait généraliser cette règle d'or allemande à l'ensemble des pays de la zone euro. À l'époque, c'était avec Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a dit « Ok, on prend la règle d'or. Bon, on va peut-être pas, ne nous demandez pas d'atteindre l'équilibre dès l'année prochaine, ça va être compliqué, mais en 2017, ok. » Là, on est donc en 2012, avant les élections présidentielles. Nicolas Sarkozy dit « On va mettre la règle d'or, nous aussi, dans la Constitution. » Bon. Là-dessus, les élections arrivent. François Hollande, dans sa campagne, dit non, la règle d'or ne sera pas dans la Constitution. Bon. Parce qu'il y a une autre possibilité en droit, c'est de passer par une loi organique, c'est-à-dire qui obtienne les 2 tiers, je crois, des voix de l'Assemblée et du Sénat. Donc on passe par une voie parlementaire. Donc c'est à force de loi, la loi organique est une loi importante, mais ce n'est pas dans la Constitution. Donc ça donne un peu plus de souplesse. Mais François Hollande entérine quand même la règle d'or. Donc on est aujourd'hui contraint par cette règle d'or qui aurait dû nous amener à l'équilibre dès 2017. Bon, là-dessus, on n'est pas sorti de la crise, la croissance est nulle, ou quasiment, donc on a obtenu des autres pays de la zone euro, on a obtenu un délai. Voilà. Mais si vous lisez la presse
régulièrement la presse économique, vous verrez que les pressions de la Commission et de l'Allemagne sont très fortes sur la France et que l'Europe n'accepte pas le déficit de 4% qui est proposé, ou 4,3 ou 4,4 qui est proposé pour l'année prochaine. Et c'est là que la France essaie de tenir bon. Je pense qu'elle a raison de tenir bon. C'est que si on réduit à marche forcée notre déficit, soi-disant pour retrouver de la croissance, on risque de rentrer dans un scénario à la grecque où finalement on aura probablement encore moins de croissance et de rentrer là carrément dans la récession. Pour l'instant, on a évité la récession. La Grèce a perdu 25% de son PIB sur les 4 ou 5 dernières années. Voilà. Donc il y a un bras de fer un peu souterrain, mais il y a un bras de fer quand même, entre la France qui essaie de garder l'objectif de l'équilibre, mais en le repoussant un petit peu, en faisant valoir que finalement il vaut peut-être mieux maintenir des déficits pour éviter de plonger le pays dans la récession. Là encore, le rapport de force est très politique. L'élection en Grèce donne un espoir, aujourd'hui, en zone euro, de modifier son rapport de force. Mais sans faire encore une fois de germanophobie, ce n'est pas du tout l'objet, mais il est clair que la politique économique de la zone euro est quand même pilotée par la locomotive de la zone euro qui est l'Allemagne. Par Schäuble, le ministre des Finances, et par Angela Merkel, la chancelière, et par aussi tous les économistes qui siègent à la Bundesbank et à la BCE. Voilà. Donc on est dans cet étau-là. Donc, wait and see. Mais en tous les cas, notre policy mix, à nous, n'est pas convergent. Parce qu'on a certes une politique budgétaire qui est plutôt accommodante, je l'ai dit, avec des taux d'intérêt très bas, mais on a une politique budgétaire avec la règle d'or qui est très contraignante. Voilà. Et ça ne marche pas, puisque les politiques d'austérité qui ont été menées partout en Europe du Sud sont un échec quand même retentissant. Sur le plan économique, d'abord, puisque la Grèce n'est pas sortie de la crise, au contraire, et avec une situation sociale qui est vraiment apocalyptique. Voilà. Et voilà, la situation en Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, et maintenant, donc ça c'est la page blanche.